Bonjour à tous, vous êtes sur lyoncapital.fr et sur TLM, en direct des journées de l'économie de Lyon, à la Bourse du Travail, dans une des salles du sous-sol de la Bourse du Travail. Je suis avec Gilbert Sette. Bonjour. Alors vous êtes professeur d'économie à l'Université d'Aix-Marseille, ancien Oui. président de l'Association française des sciences économiques. Pour vous présenter, on peut dire aussi que vous faites partie des pères des 35 heures. Vous étiez il paraît, c'est ancien conseiller de Martine Aubry. Je ne suis pas sûr qu'elle ait encore votre oreille aujourd'hui quand vous défendez un Big Bang social pour permettre aux partenaires sociaux de remettre en cause, y compris le Code du travail. On ne propose pas de permettre aux partenaires sociaux de remettre en cause le Code du travail. Ce que nous proposons, Jacques Barthélémy et moi, consiste à donner aux partenaires sociaux, je veux dire, par la forme d'accords évidemment majoritaires, la possibilité de substituer des normes à d'autres normes. C'est-à-dire de substituer des normes qui leur paraissent à la fois plus protectrices, sinon les syndicats ne signeraient pas, plus efficaces sur le plan économique, sinon le chef d'entreprise ne signerait pas, de substituer donc ces nouvelles normes, concrétisées par un accord collectif, à certaines normes du Code du travail. Donc vous voyez, c'est pas, on ne balaye pas le Code du travail, loin de là. Je ne suis pas d'accord, le Code du travail tel qu'il existe continue de s'appliquer dans toute sa complexité, je dirais. Et mon sentiment, c'est que je suis dans cette approche et dans l'exacte continuité de ce qui avait été fait à l'époque des 35 heures. Ce qu'on avait fait à l'époque des 35 heures, c'est de donner vraiment aux partenaires sociaux la possibilité, par accord collectif, d'organiser les 35 heures avec énormément de souplesse et avec des modalités dérogatoires, exactement la même logique de substitution de normes. Quand, dans les lois sur les 35 heures, on a permis par exemple aux partenaires sociaux de créer des forfaits jours pour les personnels qui ont une forte autonomie, dont les cadres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on leur permet d'oublier de payer des majorations pour heures supplémentaires au-delà de 35 heures, puisque maintenant le temps de travail, organisé par accord collectif, pour ce type de personnes, eh bien, le temps de travail est compté en jours dans l'année. C'est un droit dérogatoire, c'est une approche dérogatoire dans laquelle l'approche de Jacques Barthélémy et moi s'inscrit complètement à une beaucoup plus vaste échelle. Vous voyez, on est dans la continuité d'un mouvement très long dans lequel se sont inscrits... Sauf que Martine Aubry avait un peu verrouillé cette flexibilité avec des normes qui vous paraissent aujourd'hui trop complexes et qu'il faut pouvoir dépasser. C'est ça votre les choses avancent, les choses bougent. À l'époque, c'était totalement avant-gardiste ce qui s'était fait dans les lois Aubry. Maintenant, il s'agit d'aller plus loin pour essayer de mieux combiner, en quelque sorte, la recherche d'une plus grande efficacité économique et simultanément d'une meilleure protection des salariés. Vous voyez, c'est cette alliance entre recherche d'une plus grande protection des salariés et d'une plus grande efficacité économique qui nous paraît indispensable. Alors si Martine Aubry vous écoute peut-être un peu moins aujourd'hui, ce n'est pas le cas de Matignon ou de l'Élysée. On dit que votre rapport qui avait été commandé par le think tank proche du PS Terra Nova est très écouté et que peut-être il préfigure les nouvelles réformes. Ce que vous avez voulu proposer, ce sont des mesures qui sont immédiatement opérationnelles. Alors, bon, on ne va pas nier qu'on a une grande satisfaction qui est de voir que les propositions qu'on défend, qu'on a travaillées depuis plus d'une quinzaine d'années maintenant, apparaissent comme étant la voie à privilégier pour réformer le Code du travail. Et ça nous apparaît évidemment comme étant le résultat d'un travail de conviction. Bon, on en est évidemment très, très satisfait. Il n'empêche qu'il y a encore beaucoup de choses qu'il faut continuer à travailler dans cet élargissement du pouvoir de substitution de normes conventionnelles à des normes réglementaires. Beaucoup de choses encore à réfléchir, qu'on approfondit avec mon co-auteur Jacques Barthélémy. Dans quelles limites? On y a beaucoup travaillé dans le rapport que vous évoquez. Ces limites nous semblent être... Et vous espérez que ce soit mis en œuvre assez vite? Absolument, mais néanmoins, il y a des choses complexes qui restent à réfléchir. Dans quelles limites du droit supranational? Dans quelles limites? Qu'est-ce que c'est que les grands principes et l'application des grands principes? Pour être clair, avant de voir justement ces limites, pour être clair, vous dites on ne remet pas en cause le Code du travail, mais l'idée ce serait qu'on puisse remettre en cause par exemple le SMIC dans une entreprise si
un chef d'entreprise s'entend avec la majorité des syndicats de son entreprise, on pourrait remettre en cause le SMIC dans une entreprise. Non, pas du tout. Non. Nous ne préconisons pas une remise en cause du SMIC au niveau de l'entreprise. Nous préconisons une éventuelle possibilité de déroger au salaire minimum au niveau des branches, par des accords de branche, mais aucunement par des accords d'entreprise. Parce que sinon, si c'était possible au niveau des accords d'entreprise, il pourrait y avoir, si j'ose dire, une surenchère pour gagner en baisse des coûts de production vis-à-vis des autres entreprises avec qui on est en concurrence dans la même branche. Donc nous proposons évidemment que l'ordre public de branche, en quelque sorte, soit consacré, soit sanctuarisé, et qu'au niveau de la branche, il soit possible de prendre des décisions, comme éventuellement celle de déroger dans certaines limites au salaire minimum, mais au niveau de la branche. Alors merci Gilles Berset. Nous allons dire au revoir aux téléspectateurs de TLM, mais dire que l'entretien continue sur lyoncapital.fr. Je suis toujours avec Gilles Berset. Revenir sur le SMIC, c'est quand même au niveau de la branche, on comprend les garde-fous que vous posez, c'est quand même une proposition assez explosive qu'on n'attendait pas forcément sous un gouvernement de gauche. Bon, d'abord, je ne suis pas sûr que ce soit repris par un gouvernement de gauche. Pour une raison assez simple, c'est qu'en France, on fonctionne beaucoup avec une totémisation de certains domaines, de certains sujets. Totémisation, ça signifie quoi ? Bien, ça veut dire que dans certains sujets, l'idée même de la réforme est interdite. On ne peut pas réfléchir sereinement à des changements. Ce que nous disons, Jacques Barthélemy et moi, c'est qu'on doit analyser la pertinence de toute politique économique à l'aune de 3 critères. Ces 3 critères étant la croissance et l'emploi, la réduction des inégalités et de la pauvreté et l'augmentation de la mobilité sociale, dans le respect, bien sûr, des grands principes et du droit supranational. Mais c'est simplement à l'aune de ces 3 critères, dans les limites donc du droit supranational et des grands principes, qu'on doit apprécier les politiques. Il ne faut rien totémiser. Si les changements sont susceptibles de réduire la pauvreté, de réduire les inégalités, d'augmenter la mobilité sociale et créer des emplois, il faut les prendre. Vous parlez du totem SMIC. C'est vrai que tous les premiers ministres qui ont touché à ce totem-là annonçaient un SMIC jeune, un CIP, toutes différentes formes de manière de toucher au SMIC ont sauté. Alors, nous ne disons pas qu'il faut faire un SMIC jeune. Ce que nous disons, c'est qu'il faudrait pouvoir discuter sereinement de l'intérêt d'un tel dispositif. Ce qu'on observe, c'est que dans des pays comme le Royaume-Uni, les Pays-Bas également, il existe un SMIC jeune. Et le taux d'emploi des jeunes est très favorable par rapport à ce qu'il peut être en France. Est-ce qu'il y a une relation entre l'existence d'un SMIC jeune qui peut peut-être favoriser l'insertion des jeunes sur le marché du travail et ce bon résultat du taux d'emploi des jeunes dans ces pays-là? Étudions sereinement, discutons sereinement de cela, ne totémisons pas ce sujet en disant on ne veut pas y toucher. Nous, ce qui nous navre, c'est de voir que le taux d'emploi des jeunes est très bas et le taux de chômage des jeunes est très élevé. C'est ça le problème fondamental. Et étudions toutes les voies qui permettraient de réduire cette situation évidemment terrible. Sachant en plus que, comme vous le savez, comme nous le savons, vous et moi, on ne reste pas jeunes éternellement. Et donc, l'existence d'un SMIC jeune serait quelque chose qui ne serait pas subi de façon durable par les publics, par chaque individu des publics concernés. Bon, après, est-ce que François Hollande a été élu pour toucher au SMIC? C'est pas sûr non plus. Je ne suis pas sûr qu'il soit capable de le proposer et pas sûr qu'il ait été élu pour ça. Vous savez, comment dirais-je, quand on est élu à de hautes responsabilités, on est élu aussi pour faire avancer son pays vers plus d'emplois et moins de chômage. Et c'est d'ailleurs à cette aune qu'il va apprécier la pertinence de sa propre candidature, d'après plusieurs de ses déclarations. Donc cette préoccupation de réduire le chômage, d'augmenter l'emploi, traverse fondamentalement les réflexions que nous portons, Jacques Barthélemy et moi. Mais l'exemple du SMIC est marginal dans notre réflexion. Vous voyez, c'est vraiment l'articulation globale des normes et le pouvoir de décision des partenaires sociaux qui est fondamentale dans notre réflexion. Vous faites une grande confiance au dialogue social. Vous estimez qu'au sein d'une entreprise, il faut faire confiance aux partenaires sociaux. Ils connaissent l'entreprise, ils connaissent les sacrifices qu'ils peuvent accepter pour aider l'entreprise.
Quand on voit ce qui se passe à Pas simplement pour aider l'entreprise. Je vous reprends parce que ce n'est pas le point de vue qu'on défend. Pour associer des évolutions pertinentes à la fois pour l'entreprise et pour les salariés. Je peux vous en donner un exemple concret si vous le voulez. Prenons une entreprise qui a 48 salariés, qui hésite à se saisir d'un marché éventuellement porteur. Elle hésite parce que ça lui ferait franchir le seuil fatidique de 50 salariés, à partir duquel 65 obligations nouvelles s'appliquent, comité d'entreprise, participation, etc. Bon. Elle se dit, est-ce que je le fais ou est-ce que je ne le fais pas? Si ça ne marche pas, je reviens à 48 salariés, mais par effet de cliquer, je garderai ces obligations qui vont me pénaliser en termes de compétitivité vis-à-vis de mes concurrents de la même branche. Bien, ce que nous nous disons, Jacques Barthélemy et moi, c'est laissons aux partenaires sociaux dans cette entreprise la possibilité de surseoir transitoirement à l'application des obligations de ce seuil de 50 salariés. Qu'est-ce qui gagne les représentants des salariés? L'entreprise pourra prendre le risque, aura moins peur de prendre ce risque, et si ça marche, pour les salariés de l'entreprise, c'est des perspectives salariales, c'est des perspectives de carrière, c'est davantage de sécurité d'emploi, les salariés sont gagnants, et puis du côté de l'entreprise, c'est évidemment des perspectives de croissance et de profit. On est dans l'exemple type d'un accord gagnant-gagnant. Vous voyez, en France, on raisonne trop souvent en pensant que si l'entreprise y gagne, les salariés perdent nécessairement. Dans la culture des pays nordiques, des pays scandinaves, c'est tout l'inverse. On considère que beaucoup d'avancées peuvent être gagnantes-gagnantes. Et vous voyez, pour reprendre l'exemple d'un pays scandinave, au Danemark, quand il a été question, quand le gouvernement a voulu instaurer un salaire minimum national, ce sont les syndicats qui ont dit « on n'en veut pas, c'est notre boulot à nous, syndicats, de négocier ça avec les employeurs, au niveau des branches et au niveau des entreprises. Ne nous prenez pas notre boulot, sinon on va dépérir. » Et là, vous parlez de pays qui ont une culture de la négociation qui est très forte. Ce n'est pas forcément le cas en France. Quand on voit la situation dans une entreprise comme Air France, où la négociation porte sur la remise en cause d'acquis propres à l'entreprise. On ne parle pas de revenir sur le code du travail, de revenir sur de propositions dérogatoires. On parle simplement de remettre en cause des choses qui sont propres à cette entreprise. On voit bien qu'il y a un blocage. Écoutez, le blocage est localisé, très localisé en termes de partenaires sociaux. Ce que nous observons au niveau de notre pays, c'est que les syndicats réformistes améliorent continuellement leurs résultats dans les élections professionnelles. Les syndicats qui ont une démarche plus opposée à la logique de réforme perdent continuellement aux élections professionnelles en France. Les résultats de nombreux sondages, comme celui qui a été réalisé à la fin de la semaine dernière, nous montrent qu'il y a une adhésion fondamentale de la population au processus de réforme. Cette adhésion est très majoritaire. Il y a des changements très forts qui ont été observés dans l'opinion publique à cet égard. Et il nous semble que le pays est de plus en plus préparé à une démarche de réforme qui pourrait associer, encore une fois, plus de protection et plus d'efficacité économique. Regardons ce qui s'est passé dans des pays qui sont revenus à des taux de chômage très bas. Comment ça a été fait? Ça a été fait par des processus de réforme validés, acceptés, construits par les partenaires sociaux dans leur ensemble, aussi bien du côté salarié que du côté des entreprises. Cette culture, il faut la développer si on veut que les choses changent positivement pour tout le monde dans notre pays. Gilbert Sett, une dernière question. Vous faites ces propositions au Parti socialiste, à la demande d'un think tank proche d'eux. Pourquoi ne les faites-vous pas à la droite? Qu'est-ce qui différencie finalement ces propositions d'une politique de droite? Ah non, nous ne faisons pas ces propositions pour le Parti socialiste, nous faisons ces propositions pour toute personne qui s'intéresse au processus de réforme et aux possibilités d'améliorer les choses dans notre pays. Nous faisons ces propositions pour non seulement la classe politique, non seulement les corps intermédiaires, les partenaires sociaux, mais aussi pour tout acteur, tout citoyen qui s'intéresse à ce que les réformes pourraient porter et pourrait apporter dans notre pays. Vous voyez, c'est pas ciblé pour un gouvernement, et d'ailleurs nous avançons très fortement l'idée que ce processus de réforme, pour réussir pleinement, devrait être appréhendé, pratiqué, pris en charge avec une approche transpartisane telle qu'elle existe dans d'autres pays. Et c'est ça qui en garantirait au maximum le succès à notre avis. L'opposition aux réformes est généralement localisée dans les extrêmes. Et c'est dans les partis
gouvernementaux, qui ont une expérience gouvernementale, qu'on voit la plus forte adhésion à ce processus de réforme. Gilles Berset, merci. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, je vous souhaite à bientôt pour une nouvelle émission de l'Autre Direct, toujours en direct de la Bourse du Travail pour les Journées de l'économie. Merci.